Très bien, Villesus-Régis, je suis né le 5 février 1962 à Merlebach, donc dans le bassin houiller. Je suis marié, j'ai 3 enfants et j'habite à Saint-Jean-Orbach, un petit village côtier du bassin houiller, on va dire. Donc j'ai commencé à Charbonnage de France à l'âge de 14 ans, donc j'ai été formé par cette entreprise au métier de mineur. Et donc en 79, j'ai rapidement intégré ce qu'on appelait nous les quartiers écoles, c'est-à-dire que là on perfectionnait ce qui était appris à l'école. Donc c'était dans le vif du sujet, on apprenait les métiers de mineur. Et dès ma majorité, j'étais affecté à différents chantiers. Donc moi notamment au traçage. Le traçage, c'est en fait creuser des voies, souvent dans les aérages secondaires, préparer ces travaux aux futures exploitations. Et à quel puits vous avez démarré? Donc j'ai travaillé 22 ans au puits Romo. Hein, donc c'est pour ça que j'ai évoqué ce matin la date du 23 mai 2002. En fait, c'est avec la machine qu'on a vue, le deuxième atelier. Avec cette machine-là, on a terminé le dernier traçage. Et ensuite, j'ai été affecté. Donc bien sûr, dans mon parcours professionnel, j'ai démarré en tant qu'ouvrier, responsable d'équipe, chef de service. Je serais pour un quartier, quoi. Hein. Et donc en mai 2002, j'étais donc, vu que les traçages étaient terminés sur le puits Romo, j'étais affecté sur le siège Simon aux fermetures de puits. Donc, ce qui consistait à fermer les puits, donc tous les ouvrages verticaux qui donnaient accès au fond des mines, et les ouvrages de subsurface, c'est-à-dire ce qui était à moins de 50 mètres de la surface. C'est des éléments qu'il fallait mettre en sécurité dans les futurs arrêts de charbonnage. Donc, j'ai fait ce travail-là jusqu'à la fin de charbonnage, jusqu'au 31 décembre 2007. Ensuite, j'avais un profil qui intéressait le BRGM, vu mon expérience dans les ouvrages horizontaux et verticaux. Donc, on m'a proposé d'intégrer l'après-mine, donc le BRGM. Hein, c'est ce que Jean-Marie disait ce matin, d'intégrer l'après-mine, chose que j'ai faite là jusqu'en 2022. Donc, en janvier, là, j'ai arrêté, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière professionnelle. Voilà, c'est donc 46 ans de service. Alors BRGM, c'est quoi exactement? C'est le Bureau de recherche géologie minière. En fait, c'est ce qui prend un peu le relais dans toutes les exploitations où les concessions sont renoncées. L'État prend donc en charge des travaux de mise en sécurité, de surveillance, éventuellement de réparation. Alors donc c'est plus dans le bassin houiller, enfin ça va bien au-delà, c'est surtout tout le quart nord-est de la France, mais il peut s'agir des énergies de pétrole, du sel, du minerai de fer, du charbon, des anciennes mines un peu orphelines. Hein. Mon dernier chantier était une mine qui a donc impacté une route, qui a isolé un secteur en Franche-Comté. Donc une mine qui datait de métallifère qui datait de François Ier, quoi. Donc des ouvrages très vieux. Voilà en gros ma carrière. Vous êtes intervenu là-dessus, par exemple. En tant que maître d'ouvrage, quoi. Hein. D'accord. Voilà. Donc vous vous déplacez encore On fait, oui, des petits déplacements effectivement sur le quart nord-est. Ce n'est pas des déplacements très longs. On arrangeait nous-mêmes nos déplacements pour qu'ils soient le plus courts possible, quoi. Voilà, et donc effectivement c'était une carrière qui m'a plu puisque je vous ai expliqué que j'ai démarré en tant qu'ouvrier et puis j'ai terminé cadre dans l'entreprise. Donc c'est quand même un parcours riche dans tous les sens du terme, quoi. Et vos promotions, alors à chaque fois, ou votre évolution, c'était sur concours, sur recommandation Il y en avait certains qui étaient sur concours, donc ce que je vous ai expliqué ce matin, où j'étais donc un an retiré d'exploitation avec Jean-Marie et d'autres collègues. On avait une formation longue sur toute l'entreprise, mais ça, c'était concerné que Charbonnage de France, avec tous les dérivés, effectivement, que Charbonnage de France pouvait fabriquer. Effectivement, l'extraction du charbon était une chose, mais sa transformation, et on retrouvait plein de dérivés dans la suite des opérations. Et donc, pour savoir quelle doit être la qualité du charbon, ou au mieux, peut-être pas le polluer au départ, il fallait un peu savoir ce que l'entreprise fabriquait avec ce charbon, quoi, hein. Alors pour démarrer, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à la mine? Je veux dire, pourquoi cette carrière? Puis, je me suis retrouvé à la mine puisque je sors d'une famille modeste, hein, où il y avait donc 3 garçons et une fille. Ma mère avait peu de moyens, était veuve. Et puis j'habitais près du bassin houiller quand j'étais célibataire. Et l'entreprise était en face. Donc elle offrait à des gens, je ne veux pas dire modestes, mais elle offrait un certain confort dans le travail. C'est-à-dire que le transport était assuré par l'entreprise, la formation était faite par cette entreprise. Et à la clé, il y avait une embauche. Hein.
Et donc, ce qui a favorisé un peu mon embauche, parce que c'était une période très précise, c'est dans les années 81, François Mitterrand, le président de la République de l'époque, a lui fait une petite relance qui a permis quelques embauches, quoi. Après, j'ai connu le déclin de l'entreprise au fur et à mesure, avec moins de personnel. Et je veux dire, le facteur humain était plus pris en considération parce qu'on savait très bien qu'il n'y avait plus le renouvellement derrière. Donc, il ne pouvait plus avoir le personnel souhaité. Donc, il fallait améliorer les conditions de travail pour que ce personnel puisse ramener à terme cette entreprise. Naturellement, le personnel vieillissant, quoi, hein. D'accord. Est-ce que vous aviez un papa mineur? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, par contre, mes grands-parents, paternels et maternels, étaient des mineurs, oui. Et votre père a fait quelle carrière? Enfin, Il était routier, donc c'était pas quelque chose qui l'intéressait, quoi. et à cette époque-là, bon, vous étiez très actif, hein, beaucoup de choses à faire, mais vous aviez des activités en dehors, en loisirs, on va dire? Ben, j'ai toujours eu énormément de loisirs dans ma vie. Je veux dire, j'ai donc réalisé ma maison, c'est la partie dans la plus grande jeunesse, hein, de ma vie, quand j'étais jeune marié. Ensuite, bien sûr, je me suis engagé dans une équipe municipale, ça fait 30 ans que je suis élu, avec les contraintes que ça comporte, quoi, hein. Donc ça, c'est sur des contraintes plutôt politiques. Ensuite, j'ai des contraintes de loisirs, enfin des contraintes, c'est moi qui me les impose, quoi, hein. Je joue un peu de musique, je fais de la moto, je fais de la voile. J'ai encore un projet assez ambitieux, c'est de voler en paramoteur. Malgré mon âge, je souhaite quand même encore réaliser ce vœu, quoi. Et vous commenciez déjà ces activités pendant votre activité professionnelle? Ou vous étiez vraiment que sur le travail? Vous aviez le temps de faire... Non, à un moment donné, j'étais très branché sur le travail et surtout, on avait des contraintes d'horaire très réparties sur une journée. On se tournait donc sur 4 postes. Ah, donc c'est très difficile à gérer au point de vue sommeil, hein, puisqu'on s'habitue assez mal à ces postes. Et chaque semaine, on changeait de poste, c'était assez difficile. Et donc, il y avait également une famille à gérer, je veux dire, c'est pas simple non plus. Quand l'épouse travaille et les enfants, eh ben, il faut bien qu'on s'occupe d'eux aussi, il faut qu'on soit un peu présent. Donc c'était assez difficile. Mais ensuite, les enfants, ils sont devenus plus autonomes. Ça nous permettait plus de liberté dans ce domaine-là, quoi. Et de cette période de travail à la mine, vous gardez quel sentiment aujourd'hui? Quelle émotion? Ben, dans ma jeunesse, je trouvais que c'était une entreprise très sévère. Je veux dire, une hiérarchie, quand elle disait quelque chose, on devait l'obéissance, quoi, hein. À la limite, ils auraient peut-être pu nous punir par des coups, on aurait peut-être encore accepté. Ensuite, je veux dire, la génération, elle a changé un peu. Le facteur humain était plus pris en compte, l'ergonomie s'est beaucoup développée et les conditions de travail se sont aussi améliorées, quoi, hein. Je veux dire, c'était quand même des progrès que j'ai vécus et qui ont eu une grande avancée dans ma fin de carrière, quoi, hein. Mais au départ, le facteur humain comptait très peu. Je veux dire, que l'humain soit blessé, 10 morts par an, c'était pas quelque chose de catastrophique. Tandis qu'en 2021, ce matin on l'a évoqué, c'est là que le dernier mort, c'est devenu quelque chose de très grave, quoi. Donc c'est quelque chose également dans lequel j'ai beaucoup participé, euh, notamment dans l'amélioration de l'aérage. Ce qu'on a vu ce matin dans le chantier, il y a beaucoup de choses que j'ai mis au point, moi, avec mes collègues, sur ce type de machine, quoi. Ah oui, Ouais. quelque chose d'innovant pour Oui, qui était d'ailleurs gratifié par l'entreprise, hein. L'entreprise prenait en compte toute idée qui pouvait améliorer les conditions de travail. Et bien souvent financée derrière par des primes lorsque le résultat était très concluant. Mais ici, les mines étaient quand même assez technologiquement à la pointe. Qu'est-ce que... Oui, tout à fait. Enfin, voilà, de toutes les avancées technologiques de l'époque. Ben, C'est ce que j'ai compris, hein, mais... voilà, il se devait d'avoir ce progrès, parce que je vous ai expliqué que le personnel était vieillissant. Donc si on voulait le maintenir et arriver et mener la mine à son terme, il fallait bien épargner l'humain et améliorer ses conditions de travail, notamment la pénibilité, quoi. Mais bon, cela dit, beaucoup de mineurs ont y laissé une partie de la santé, quoi. Oui. Voilà. Donc moi-même, je suis impacté par l'amiante et par la silicose, quoi. Et on a beaucoup parlé avec d'autres mineurs aussi de l'ambiance qu'il pouvait y avoir au fond. Quel est votre souvenir
Ben, finalement, c'était très solidaire. Et bien sûr qu'il y avait une hiérarchie qui était très présente, mais finalement, c'est un peu comme dans un bateau. Je veux dire, quand il coulait pour tout le monde, quoi, hein. Donc, il y avait une solidarité entre mineurs qui était exemplaire, quoi, hein. Que ce soit des gens de différentes régions, même de différents pays, où le langage était parfois compliqué, mais il y avait une très grande solidarité entre tout le monde. Donc aucun regret de carrière? Ah non, non, pas du tout. D'ailleurs, je peux vous dire, je vous ai dit avant, j'ai 46 ans de métier, je n'ai pas manqué un poste durant toute ma carrière. Pour quelle raison que ce soit, même une petite maladie, en fait, je ne m'arrêtais pas, je travaillais, quoi. Je me sentais d'ailleurs très utile dans l'entreprise. Descendu à la mine, ça vous a fait quoi? Oui, bien sûr, une première fois, ça s'oublie jamais, quoi, hein, mais je veux dire, effectivement, mais je veux dire, bien sûr que c'est impressionnant, mais je pense pas que ça m'a marqué plus que ça. Après, effectivement, j'ai eu l'occasion de descendre dans d'autres mines, hein, du fait de ma présence au BRGM, mais j'ai toujours l'impression que finalement, que ce soit à 10 mètres ou 1000 mètres, il n'y a pas de grande différence. Il y a une hauteur, effectivement, mais on ne s'en rend pas compte, quoi. On ne s'en rend pas compte. Bien sûr que plus on descendait, parce que là où j'ai les plus grandes profondeurs, je les ai abordées à Charbonnage de France, 1400 mètres, c'est des fois très profond. Après, les contraintes des terrains changent, la température change, il fait plus chaud, le matériel est forcément plus renforcé, plus lourd. Alors effectivement, on remarque une évolution, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Je veux dire, quand on a un sérieux pour ce métier-là, on le respecte, peu importe à quel niveau qu'on est, quoi, hein, ou à quelle profondeur qu'on soit. Voilà. Et la fermeture des mines, moi je suis très sur le côté émotion, hein. Ça vous a fait quoi quand on a dit bon ben ça y est maintenant on sent que c'est la fin parce que ça s'est fait petit à petit. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça à l'époque? Bah, je dirais que personnellement, j'étais moins impacté par cette fermeture, puisque je savais 6 mois avant la fermeture que moi, personnellement, malgré un plan social très intéressant que Charbonnage proposait, je n'allais pas accepter ce plan, j'allais aller vers d'autres horizons. Enfin, j'étais, je dirais, mis à disposition. Mon employeur est resté Charbonnage, malgré ma présence au BRGM, quoi, hein. Et donc, je me sentais moins concerné par cette fermeture. Et donc, les personnels qui étaient au départ euh, mutés vers le BRGM, c'était des anciennes personnes de Charbonnage, avec même notre directeur de Charbonnage, qui est devenu directeur du BRGM sur l'antenne de Frémin-Merlevac. Ah, donc je sentais moins cette fermeture d'entreprise, quoi. Après, effectivement, c'était quelque chose de complètement différent. Je veux dire, à Charbonnage, j'étais beaucoup plus dans le technique et au sein du BRGM, c'était plus de l'administratif, quoi. Donc c'était quelque chose de différent. C'était plutôt la partie rédactionnelle qui changeait par rapport à mon travail de charbonnage. Mais tout aussi intéressant que charbonnage, quoi. Certainement physiquement moins lourd, mais tout aussi intéressant. Avec, bien sûr, je vous disais, en travaillant dans d'autres substances, avec d'autres problématiques qui étaient à résoudre et qui étaient différentes de celles du charbonnage. Quand vous avez rejoint la mine comme ça, vous aviez un plan de carrière déjà dans votre tête? Non, 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 puisque quand moi je suis arrivé au sein de charbonnage, même en tant que tout jeune mineur, malgré la relance que François Mitterrand avait occasionnée par son élection, on parlait déjà de fermeture. Donc c'était omniprésent dans chaque prise de parole où les syndicats nous expliquaient un peu l'avenir de cette entreprise. Il y avait toujours l'ombre de la fermeture qui prônait par là. D'ailleurs, je me souviens très bien que dans les années 86, je m'étais donc posé la question si je devais rester ou pas au sein de cette entreprise, puisque j'avais l'opportunité de partir dans une autre grande entreprise française. Et alors je me suis posé la question, est-ce que je dois rester ou pas, quoi, hein. Et c'est finalement un ancien ingénieur, qui est d'ailleurs pas loin d'ici, qui m'a plutôt conseillé de rester. Il m'a dit, je ne t'impose pas, mais je te conseille de rester. Parce que lui aussi, qui avait déjà une certaine ancienneté, avait entendu parler de fermeture toute sa vie, quoi, hein. Donc il m'a dit, reste, ça t'engage. Il m'a dit, 10 ans de travail, tu auras encore. Ailleurs, tu sais pas, quoi. Donc c'était une période où l'emploi était quand même assez critique.
Et donc finalement, ça s'est avéré être le bon choix. Mais des perspectives de carrière, je n'ai jamais vu. Puisque je n'étais même pas destiné à être dans l'encadrement, c'est apparu en 95, parce que justement il y avait un manque d'encadrement, quoi, hein. Donc, il n'y avait pas une vraie perspective de carrière. Alors j'ai d'autres très belles expériences, je vous en ai parlé un peu ce matin. C'était dans les années 2004 où j'étais à la fermeture des puits, où je devais rechercher le premier puits producteur de charbon en Lorraine. C'est-à-dire quand la France avait perdu la Sarre, hein, quand la Sarre est repartie dans le Giron allemand, il fallait quand même produire du charbon en Moselle-Est. Et donc ils avaient compris que les veines plongeaient vers la Moselle-Est, donc il fallait chercher ces veines de charbon. Et donc le premier puits sur l'État français à avoir retrouvé du charbon, c'était le puits de Chenec. Et c'était un puits qu'on avait du mal à le chercher, puisqu'il dépendait des cadastres allemands et du cadastre français. Et croiser ces deux cadastres n'était pas forcément quelque chose de très précis. Donc manuellement, on est allé rechercher par sondage ce puits. Et au bout d'un mois, on l'a retrouvé. Donc c'était un puits qui était un peu particulier, c'est un puits octogonal. D'ailleurs, il est mis en valeur dans cette commune, quoi, hein. C'était aussi une aventure assez particulière, quoi. Physiquement, c'est un travail qui est assez pénible, quoi, hein. Et je vous disais avant, donc au fur et à mesure, les conditions étaient améliorées, puis ça devenait de plus en plus intéressant. Et quand le facteur humain commençait à compter beaucoup plus, et que les innovations techniques étaient justement meneurs de tous ces impacts-là, c'est devenu très intéressant, quoi, hein. Alors en fait, si vous avez démarré en tant que qu'ouvrier, c'est Mhm. ça? Et vous avez fini comme Chef porion chef porion. et ingénieur au sein du BRGM, quoi, hein. Et ingénieur après Ouais. encore sur une étape suivante. Ouais. Et le fait de comment dire, ces améliorations dont vous parliez, enfin ces innovations, ces idées que vous avez eues, vous étiez en recherche de ça ou c'était vraiment sur le terrain, vous vous rendiez compte de certaines choses et... C'est toujours finalement une difficulté dans le travail. Soit, bien sûr, il fallait des arguments derrière. C'était soit on améliorait du rendement, hein, soit du confort de travail, soit de la sécurité, bien souvent aussi, quoi, hein. Et donc, un des projets que j'ai porté, en fait, c'était de réduire les aérages secondaires. C'est toujours des galeries qui sont creusées avec une assistance d'air secondaire. Et donc, il y avait une tâche dans les opérations journalières où il fallait arrêter l'aérage, prolonger ce tube d'air, ce qui mettait dans les meilleurs délais 10 minutes de travaux avec un aérage un peu chaotique. Et donc, améliorer cette étape, la ramener de 10 minutes à une quinzaine de secondes, c'était un net progrès, quoi. Voilà, c'était simplement je dirais une amélioration technique, mais qui valait le coup. Donc chacun y trouvait un intérêt. Bon, vu que j'étais dans l'encadrement, je n'ai pas été primé financièrement pour ces évolutions, puisque ça faisait partie de notre travail, mais ça faisait avancer les choses, quoi. Et Voilà. est-ce que ce type d'innovation était ensuite répercuté dans d'autres puits qui présentaient les mêmes spécificités Non, techniques? c'est malheureux de le dire, mais on était sur la fin. Ouais, Il restait qu'un traçage. Donc l'amélioration était gardée bien sous le coude de ceux qui avaient ce traçage, quoi. d'accord. Bien sûr que s'il y avait eu d'autres traçages ou une période beaucoup plus faste pour l'entreprise, ce serait certainement exporté sur d'autres chantiers. Ça ne l'a pas été, par exemple, même dans d'autres pays qui continuent à prospecter. Non, C'est cette amélioration, non. Par contre, il nous est arrivé d'aller voir un peu ce que faisaient nos voisins, notamment les Anglais, et en allant un peu voir le type de mécanisation ou d'outillage qu'ils utilisaient eux, il y avait des choses très intéressantes qu'on a ramenées en France, quoi, hein, qui, comme je vous l'ai dit, amélioraient forcément des rendements, de la sécurité ou de la pénibilité au travail, quoi, hein. Et les trois ensemble, c'était possible? Ou Ben, c'était... souvent, il y en avait un peu de tout là-dedans, D'accord. hein, un peu de tout. Vous avez vu ce matin quand un de mes collègues là, a voulu porter un marteau dans une caisse, un marteau perforateur. Ce marteau, on voyait qu'il est très lourd. C'est un marteau, il fait 28 kg, je le sais, puisque sa dénomination, sa référence, c'est un TB28. Et ce marteau-là, équipé d'un pousseur, ça doit faire 60 kg, hein. Et quand on est revenu d'Angleterre,
on avait trouvé là-bas une autre machine qui était fait un alliage plus léger, même certaines composantes en plastique, et qui avait les mêmes résultats en avancement pour fourrer, par exemple, pour faire du renforcement de terrain, pour poser des inerties, mais qui était beaucoup plus léger. Donc, vous voyez, c'est des conditions de travail qui ont fait que plein de choses ont été améliorées, quoi.